Nous sommes ici dans la salle de l'atelier intitulé La Bible et l'écologie, de la théorie à la pratique, avec le pasteur Frédéric Baudin, qui est membre fondateur et cheville ouvrière de la mise en place de l'association Arocha France, la section française de l'association Arocha, dont Rachel Calvert nous a déjà dit un mot en introduction de la conférence d'hier soir, association portugaise au départ. Et donc ici, l'association a dû se constituer de manière française, avec le respect des lois françaises sur la manière dont on monte une association. Donc Frédéric était membre fondateur d'Arocha France. Il est désormais directeur, voilà. Et, en tout cas, il est impliqué dans l'association culture, environnement, média. Je cherchais le premier C. Il est également impliqué dans une association qui s'appelle Terre Verte, qui a une action très pratique puisque elle s'occupe de planter de mettre en place du bocage au Sahel, dans une région qui est forcément défavorisée d'un point de vue agricole, et donc de mettre en place ce qu'il faut pour que au niveau local, eh bien, ils puissent avoir de quoi subsister et la mise en place d'une agriculture vivrière. Frédéric va nous parler beaucoup mieux que moi-même de ce qu'on peut faire concrètement lorsqu'on a réfléchi chrétiennement à la question de l'écologie, Bible en main, et va nous aider dans une discussion avec des apports, peut-être aussi avec des interactions avec vous, à réfléchir à la mise en action, passage au concret dans notre réflexion sur la Bible et l'écologie. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà, bonjour à tous. Je cherchais le moyen de passer les diapos. Voilà, en fait, j'ai fait des études en écologie. C'était les premières études avant même que je ne vienne ici comme étudiant. Et dans le cadre de mes études, ensuite, j'ai travaillé dans ce domaine, dans la recherche d'abord, et sur des questions sur la végétation. J'étais spécialisé en botanique. Et j'avais d'ailleurs rencontré Christine dans le cadre de son travail, et pas très loin d'ici, je me souviens. C'était tout ça dans les années 80, ça me ramène un peu en arrière. Et j'ai toujours gardé un œil, évidemment, dans ce domaine, continué de réfléchir, mais aussi de présenter un certain nombre de choses sur la Bible et ce qu'on pouvait en tirer de son enseignement par rapport à peu près tout ce que nous avons vu déjà jusqu'à maintenant, depuis hier. Tout cela, je le redirai un petit peu tout à l'heure dans la conférence. Donc là, on va essayer de faire les choses un peu à l'envers. Normalement, on parle de la théorie, on va à la pratique. Là, je vous parle de la pratique, puis ensuite, je ferai une synthèse plutôt théorique. Mais en fait, c'est le résultat d'une longue expérience, de presque 40 ans, sur le terrain, beaucoup. Sur le terrain en France, en Europe, j'ai beaucoup circulé en Europe, dans beaucoup de pays européens, mais aussi à l'étranger, beaucoup en Afrique, beaucoup au Burkina Faso, un représentant éminent du pays. Je suis allé là très très souvent et j'ai parcouru ce pays de long en large et surtout participer à un projet de développement, vous en parlerez dans quelques instants. Mais je suis aussi allé en Asie, en Inde, beaucoup, pour enseigner toujours sur ces questions de développement durable, mais aussi à Haïti, Madagascar, etc. Enfin, tous les pays où les choses sont compliquées, voilà. Euh, Là où les problèmes se posent, simplement, c'est pour vous dire que je partage une expérience avant tout, pas seulement un enseignement théorique. Alors, je commence par une brève introduction, évidemment. Pourquoi ça ne passe pas, je ne sais pas. Les diapos ne passent pas. Est-ce que c'est pas l'autre qui t'appelle? C'est celle-ci, je suis sûr que c'est la mienne. Elle aurait fonctionné très bien jusqu'à maintenant. Si on clique dedans, c'est bon, merci. Voilà. Un très bref rappel, et là, une des questions qui a été posée là à l'instant, peut-être qu'on aura une réponse dans cette diapo. En fait, depuis la fin du 19e siècle, il y a des chrétiens qui s'intéressent à cette question et qui alertent d'une manière ou d'une autre, beaucoup en milieu anglo-saxon et au départ sur la question de protection des oiseaux.
En fait, on faisait un grand commerce des plumes d'oiseaux à la fin du 19e siècle, et des chrétiens anglais se sont inquiétés de ce commerce des plumes d'oiseaux. Il coûtait très cher, hein, dans certains cas. C'était des plumes, bien sûr, d'oiseaux exotiques, très belles, etc. Et il y a eu les premières alertes disant, mais attention, on ne touche pas aux animaux pour en faire commerce pour des raisons, etc. Donc il y a eu un premier élan à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il y a eu des sociétés qui ont été créées. C'est aussi les grandes années de création des grands parcs aux États-Unis, notamment, hein, les protègent un espace, de grands espaces. Alors, les Américains connaissent les grands parcs en général dans leur pays, il y en a un certain nombre, mais tout cela remonte fin 19e, début 20e. Voilà, il y a des chrétiens qui s'intéressent à toutes ces questions, qui prennent des responsabilités sur un plan très pratique, et on peut dire de protection active de la nature. C'est un petit peu les mots qu'on employait à l'époque. Et bien évidemment, il y a le choc de la Deuxième Guerre mondiale pour deux raisons. D'abord, la puissance de destruction que nous avons désormais entre nos mains, c'est-à-dire la capacité de détruire la planète tout entière. L'arme atomique nous donne cette possibilité. Et quand je dis tout entière, c'est tout entière, hein. On a véritablement les moyens aujourd'hui de faire sauter complètement la planète. C'est impressionnant. Et évidemment, beaucoup de gens ont réagi, des chrétiens, entre autres. Alors, en Suisse, il y a eu un certain nombre de réactions très, très fortes dans ce domaine, animées par des chrétiens, mais aussi ailleurs, aux États-Unis et en Europe. Voilà. Et puis, deuxième point, on a commencé à souffrir des conséquences de l'exploitation industrielle de nos ressources, notamment de ce qu'on appelle la pollution, et en souffrir physiquement. Alors, deuxième choc, hein, le choc, premier, on peut tout détruire. Deuxième, on se détruit nous-mêmes à petit feu, pas seulement à cause de l'arme nucléaire qui pourrait tout détruire en un seul moment, une seule seconde, presque on pourrait dire, mais aussi à petit feu à cause de notre façon d'exploiter nos ressources, etc. Et à partir de là, un certain nombre de penseurs, chrétiens, non chrétiens, commencent à adapter, à écrire, à publier, y compris des ouvrages scientifiques. Je pense à Rachel Carson aux États-Unis qui publie le Printemps silencieux, je sais pas, Silent Spring, là, 1960. C'est l'année de ma naissance, hein, donc voilà, on commence à ce moment-là à publier des ouvrages très intéressants sur la pollution des sols. C'est le cas de ce livre, et avec une sorte de vision de la nature totalement élevée d'oiseaux. C'était un peu la façon dont elle faisait, hein, Silent Spring, on n'entend plus d'oiseaux. Et parce que les sols étant pollués, les oiseaux, et on le voit encore aujourd'hui, hein, la première cause de mortalité de beaucoup d'oiseaux, c'est la pollution par les pesticides de toutes sortes. Voilà. Donc, un certain nombre d'alertes. Le premier, à ma connaissance, qui écrit quelque chose grand public, c'est Francis Schaeffer, bien connu dans la maison, son calviniste convaincu. Et, son livre est là, d'ailleurs, je l'ai vu, hein, sur la table en face. La pollution et la mort de l'homme, un point de vue chrétien sur l'écologie. C'est un peu une réponse à Lynn White, on en a parlé, sur les racines de la crise écologique qui était attribuée à l'anthropocentrisme chrétien. Bon, Francis Schaeffer répond, et brillamment. C'est, à ma connaissance, le premier livre. Il a été publié en français 2 ou 3 ans après, traduit, en 73. John Stott, un des principaux artisans de ce qu'on appelle le mouvement de Lausanne, avec Henri Blocher, avec d'autres, s'est aussi préoccupé très très rapidement de ces questions écologiques, et il est l'un des membres fondateurs, lui, d'Arocha International, avec le pasteur Peter Harris, pasteur de l'église anglicane, comme l'était John Stott, du courant évangélique de l'église anglicane. Et ils ont avec d'autres, créé en Angleterre l'association Arocha, qui s'est installée en effet au sud du Portugal, d'où le nom Arocha, le rocher. Et tout cela a commencé au milieu des années 80. On l'a dit, j'ai lancé cette association ici en France à la fin des années 90 et début 2000. D'autres réseaux se sont mis en place. Je mentionne juste le réseau européen chrétien pour l'environnement. En fait, c'est dans ce cadre qu'a été lancé, tout à l'heure, il y a eu
petite inexactitude sur le pape qui a inauguré la semaine ou le dimanche de la création. En fait, c'est un petit peu antérieur. Et j'étais présent, moi, à cette rencontre du réseau environnement chrétien européen lorsqu'on a lancé justement cette semaine ou mois maintenant, c'est un mois de la création entre le premier dimanche de septembre et le premier dimanche d'octobre. Et là, les églises sont invitées à prêcher, les pasteurs à prêcher dans leurs églises, à réfléchir sur leur lien avec la création et moyen d'agir de façon concrète aussi dans ce sens-là. Pareil pour le label Église verte, en fait, c'est un label qui a été élaboré dans le cadre d'Arusha en Angleterre et qui s'est étendu ensuite un petit peu partout, en France et en Europe. Et c'est bon, l'Église catholique qui a beaucoup récupéré ce label Église verte, qui aujourd'hui est porté principalement, en tout cas en France, par l'Église catholique. Voilà. Je n'ajoute rien. Voilà. Je reviens comme un instant sur, et je vais vous laisser la parole, parce que j'aimerais entendre vos réactions, et c'est un peu le but de ces ateliers plus pratiques, un peu interactifs, comme on dit. J'aimerais revenir sur ce commandement de multiplier, de devenir nombreux, de remplir la terre, de peupler la terre. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Alors, pour vous remettre un petit peu les choses en mémoire, on peut dire que jusqu'au début du 19e siècle, en fait, la croissance mondiale de la population est restée extrêmement lente et plus ou moins en équilibre. On estime qu'au début du 19e siècle, il y avait 1 milliard d'habitants. Les démographes estiment, c'est le chiffre moyen. Alors, dans tous les chiffres que je cite, je puise à plusieurs sources et j'essaie de trouver un petit peu l'équilibre entre tout ça. Voilà. Et à l'époque vivait un certain Malthus, vous avez entendu parler de Malthus, économiste, il est connu comme économiste, mais il était pasteur anglican. Peut-être ça, vous aviez oublié que ça a été l'une de ses fonctions, et ce monsieur s'inquiétait beaucoup des écarts entre la croissance démographique, la population, il commençait à voir que la population était en train d'exploser, littéralement, c'est le mot qu'on emploie d'ailleurs, alors que la croissance des ressources ne suivait pas le même rythme. Et il craignait qu'à terme et très rapidement, il n'y ait plus assez de quoi nourrir, équiper la population sans cesse croissante, et la croissance de la population irait beaucoup plus vite que celle des ressources. Néanmoins, un peu plus d'un siècle plus tard, la population avait doublé, 2 milliards. Elle redouble encore en 1975, 4 milliards et 6 milliards en 2000. C'est très important d'avoir en tête que la population a triplé entre 1930 et 2000. Pourquoi? Tout simplement parce que je constate aujourd'hui que les jeunes générations, plus jeunes parmi vous, ont tendance parfois à accuser, entre guillemets, les générations qui les ont précédées, en disant, oui, vous avez utilisé ceci, cela, les pesticides, mais le défi était immense. Et on n'avait pas trop de solutions à ce moment-là, parce qu'il fallait nourrir une population qui était en croissance exponentielle, avec une explosion démographique, 2 à 6 milliards d'individus. Enfin, il faut bien être conscient de ce que ça représente. C'est énorme. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu ça. À cause, bien sûr, ou grâce au progrès de la médecine, de l'hygiène, de l'alimentation, etc., d'un certain confort. Et puis, nous sommes aujourd'hui environ 8 milliards d'habitants. Il semble que nous devrions atteindre une population au total d'environ 10 milliards. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la transition démographique et à partir d'un certain seuil, la population tend à diminuer. C'est le cas déjà dans nos pays européens et en Asie et à peu près partout, sauf en Afrique. Cette explosion démographique, elle a eu en effet un certain nombre de conséquences. Il a fallu nourrir, abriter, équiper cette population et pour cela développer l'agriculture, l'industrie, les transports, les moyens de communication, etc., enfin tout ce monde dans lequel nous vivons, et puis produire de l'énergie et de plus en plus d'énergie, essentiellement à partir de ressources fossiles et un peu plus récemment l'énergie dite verte. On pourrait en voir un petit peu aussi ce débat, pourquoi pas. Et tout cela a engendré une certaine pollution et indubitablement une certaine dégradation, une certaine destruction de notre environnement.
On peut lier tout à fait les choses entre croissance démographique, euh, la nécessité de nourrir et d'équiper cette population aujourd'hui d'environ 8 milliards d'individus et les problèmes de pollution et de dégradation, bien sûr. Pour toutes ces raisons, il faut et il faudra trouver des solutions agricoles. On oublie toujours hein, que l'agriculture, et c'est pour ça que je parlerai un petit peu de l'Afrique, mais c'est vrai dans ici en France et en Europe, il y a encore des solutions à développer au niveau de l'agriculture, des solutions industrielles, pour que nos industries, oui, soient aussi moins polluantes, etc. Des solutions pour nos villes, parce que nous vivons de plus en plus dans des villes et même dans de très grandes villes. Aujourd'hui, il y a tous les problèmes qui se posent pour acheminer toutes les ressources dans ces villes, pour nourrir la population, par exemple, ou l'équiper, ou la vêtir. Et puis, il faut sortir de la ville un certain nombre de déchets, c'est considérable. Hein. À l'échelle d'une ville comme Marseille ou Paris, ou, voilà, c'est un vrai problème. Donc, il faut trouver des solutions pour l'huile et il faut trouver par-dessus tout, je dirais, des solutions pour notre production d'énergie. C'est un véritable problème, un casse-tête qu'on n'a pas encore résolu. Voilà, du nucléaire, pas de nucléaire, etc. Peut-être on pourra aussi. Solution, on l'espère, qui préserve au mieux notre environnement, qui freine pour le moins cette dégradation, afin de nourrir et d'abriter, ça c'est vraiment les choses élémentaires, hein, avoir de quoi se nourrir et s'abriter. Le plus grand nombre d'individus dans les meilleures conditions, c'est notre désir, bien évidemment, et c'est l'idéal. Et tout cela, on ajoute sans freiner un certain progrès, quel qu'il soit, scientifique, technique, économique, social, etc. Ça, c'est une définition de ce qu'on peut appeler le développement. Quand on parle de développement, c'est ça. Trouver des solutions dans tous ces domaines qui préservent pour nourrir sans freiner. On y ajoute l'adjectif durable. C'est un adjectif qui est connu depuis le début des années 80 dans le cadre de l'Union internationale pour la conservation de la nature, terme anglais. Et ce terme a été repris par Madame Brundtland en 1987 lorsqu'elle a écrit ce rapport, connu maintenant sous le nom de rapport Brundtland. Madame Brundtland était Premier ministre de Norvège à l'époque, mais elle était aussi présidente d'une commission de l'ONU sur les questions justement de protection de l'environnement et développement durable. Et c'est elle qui a donné un peu la première définition, je la lis: le genre humain a parfaitement les moyens d'assumer un développement durable, c'est-à-dire de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. La notion de développement durable implique des limites. Je passe assez rapidement, je leur dirai peut-être quelques mots dans la deuxième conférence tout à l'heure à ce sujet. On estime, je l'ai dit, qu'il devrait être possible de nourrir une population de 10 milliards d'individus. Au vu actuel, c'est possible. Techniquement, on peut nourrir, on peut abriter, on a les moyens, et après c'est une question de répartition, j'en suis bien conscient, hein, mais on a les moyens potentiellement de nourrir une population de 10 milliards d'individus, à condition qu'aucune perturbation majeure ne survienne. Un conflit politique, on est en plein dedans, hein, conflit entre nations, conflit économique, conflit sur les questions de sécurité informatique. Si nos centrales ne fonctionnent plus à cause d'une panne d'électricité voulue, dans un conflit entre plusieurs nations, imaginez, nous dépendons, je vais dire, à 90% de l'électricité. Tous nos, tous nos systèmes, tous nos ordinateurs, tout fonctionne à base d'électricité. On aurait beaucoup de problèmes. Bon, les problèmes de réchauffement climatique, voilà, ça c'est une réalité aujourd'hui, à mon sens on ne peut pas nier, c'est un fait, mais ça pourrait être aussi un certain nombre de catastrophes naturelles qui entraînent de mauvaises récoltes, de grandes céréales, hein, le riz, le blé, bien sûr, le maïs, etc. Et on l'a vu, on a déjà eu hein, des petits soubresauts dans ce sens-là. Et évidemment, c'est très inquiétant. Ça pourrait être aussi des accidents industriels de plus ou moins grande envergure. Alors, si je vous dis Bhopal, Fukushima, Tchernobyl, etc., enfin, on a tous en tête un peu de ces accidents qui ont marqué l'histoire et encore récemment aux États-Unis ou ailleurs. On sait que tout cela peut survenir à plus ou moins grande échelle, la crise sanitaire, etc. etc. Enfin, je ne vais pas continuer de vous faire peur, sinon je vais
infirmer ce qui nous a été dit tout à l'heure. Euh, voilà. Maintenant, je vais vous laisser un petit peu la parole. J'aimerais bien vous entendre réagir. Vous avez ces éléments. Peupler la Terre, alors jusqu'où? Jusqu'à quel point? Oui, 10 milliards. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand j'étais en Afrique, c'était un jour dans un village du nord du Burkina Faso, où on ne peut plus aller maintenant, hein. Ah non. Déjà, j'ai circulé dans ces lieux avec des gardes armés en 2007, hein, donc c'était déjà compliqué. Euh, et je me suis trouvé dans un de ces villages où, devant une assemblée villageoise, alors il y avait les hommes devant, les femmes derrière, et une femme s'est levée en me disant et nous, les femmes, est-ce qu'il est normal qu'on ait tant d'enfants? Alors, c'était un peu un appel du pied pour que les hommes réagissent, ça vous le comprenez. Et j'étais bien embarrassé parce que c'est pas si simple, hein. Le nombre moyen d'enfants par femme au Burkina et pire, j'allais dire au Niger, et il est aujourd'hui de 6 à 7 enfants par femme, hein. C'est considérable. Vous avez une idée un peu en France du nombre d'enfants moyens, hein. C'est une moyenne, c'est une statistique, mais en France, on est à quoi à peu près? 1,9. 1,8. Ouais, voilà, 7,8, 1,7, 1,8, et on est dans une baisse, hein. Et à Taïwan, vous avez une idée un peu là? Moins de 1. À moins de 1. Et c'est impressionnant, hein. C'est-à-dire que globalement, dans beaucoup de pays, on n'a plus de quoi renouveler les générations. Il n'y a pas assez d'enfants, et dans d'autres, il y a beaucoup plus. Mais, voilà, population, vrai problème. Un développement durable, ça vous parle? C'est vraiment durable? La question du développement? La question de la bénédiction, on en a parlé un petit peu, la sortie qui accompagne le mandat que Dieu donne à l'humanité, j'en reparlerai aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes de ceux qui sont convaincus qu'il faut décroître, sur la décroissance, qui agite un peu les milieux intellectuels et parfois pratiques, mais depuis juste l'après-guerre, hein, le rapport Meadows, c'était tout ce qu'il y a autour du Club de Rome, la décroissance, etc. On est dans ces années-là, dans les années 50, si vous voulez, hein, et puis ensuite, voilà, ça va se développer, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ne faut plus avoir d'enfants? J'étais, il n'y a pas très très longtemps, avec des étudiants en théologie et une jeune femme qui vient de se marier, me dit de but en blanc, ben, nous, on ne veut pas d'enfants. Vous êtes mariés, vous ne voulez pas d'enfants? Oui, la crise écologique, pour préserver le monde, une bouche de plus à nourrir. Alors j'étais stupéfait parce que, voilà. En même temps, je comprends, hein, l'éco-anxiété dont on a parlé, mais jusqu'où, hein? Ne plus manger de viande, ça j'entends ça. Les jeunes, très souvent, je ne veux plus manger de viande, je ne veux plus manger de poisson, je ne veux plus manger de ceci, de cela. Bon, je pose la question, hein, ne plus voyager. Il ne faut plus prendre l'avion, il ne faut plus prendre la voiture, il ne faut plus prendre. Bon, peut-être, hein, tout cela, mais est-ce que c'est moins? Et si c'est moins, comment on va s'y prendre? Voilà, je vous laisse réagir, j'aimerais bien vous entendre là, pendant. On va se donner quelques minutes pour que ça circule un petit peu entre nous là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une histoire d'équilibre. Parlez bien fort. J'ai mal à la gorge, je ne vais pas pouvoir. Il y a pas C'est de une histoire d'équilibre. Ça reste effectivement. Là, le truc, c'est que j'ai pas le souvenir. Il y a un micro qui va circuler, ça sera pour que tout le monde entende et moi compris. Je pense que c'est la joie des allergies en ce moment. J'ai pas le souvenir, en fait, déjà dans le Nouveau Testament, que Jésus, il a dit multipliez-vous. Il y a le côté fait des disciples, donc multiplier le nombre de disciples, mais pas fait remplissez la terre. J'ai un peu l'impression que ce côté a disparu, puis comme loin de 10 milliards. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des enfants. J'en sais pas non plus, même si je comprends, et j'ai eu à cette période, je ne vais pas entrer dans le détail non plus, mais et je pense que c'est toute une question d'équilibre, en fait. Moi, je pense qu'il y a encore des chrétiens qui sont en mode Dieu a dit remplissez la terre, donc il faut faire pas de contraception, il faut y aller à fond, etc. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire, en fait, de faire autant d'enfants? On peut en avoir si on en a envie. Moi, je ne suis pas du tout contre. Et je pense que c'est quand même pour manger, c'est vrai que la viande, quand on regarde, alors je ne suis pas du tout végétarienne, hein, mais c'est vrai que diminuer quand on voit Par exemple, quand je vois du soja, de je ne sais quoi, qui vient transgénique en plus, qui est fait au Brésil, une saison en Amérique du Sud, pour nourrir nos animaux ici, je trouve que c'est un non-sens en fait.
alors on pourrait consommer directement, bon, pas forcément cela, mais autre chose. Quand on voit la quantité de nourriture, tout ça, parce qu'on veut absolument manger de la viande, parce qu'on dit qu'il faut manger de la viande, c'est pas forcément vrai. Il y a des gens, oui, ils en ont besoin, d'autres peuvent vivre sans aucun problème. Je pense que c'est une question d'équilibre finalement. Je suis clair, mais... Merci. Oui, oui, c'est très clair. Est-ce qu'il y a une D'autres réactions? Dans le même sens ou dans un sens inverse? Oui, absolument. Ici? Je ne sais pas si ce que je vais dire est politiquement correct. Je suis le Marx. Mon père est pasteur et puis il a une seule femme. Et nous sommes 14 frères et sœurs. Et ma remarque est contre mon voisin. OK, en termes de direct. Vous savez, je ne suis pas contre l'immigration, je ne suis pas contre le Bénin, mais que certaines religions font de la pollution, de la procréation pour dominer le christianisme, pour que le prochain président soit des leurs. Est-ce que vous, ça ne vous inquiète pas? Au Burkina, on parle du Burkina, là, Et d'une manière assez générale, une phrase qui a été en effet prononcée, on va conquérir le monde par le ventre de nos femmes. All right, vous avez bien compris. Et surtout, dans les civilisations occidentales. Et ils font beaucoup d'enfants, et veulent remplir vos pays pour que le prochain président soit des leurs. Et je ne sais pas sûr qu'il ne va pas installer l'autocratie, la dictature, etc., etc. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, vous les Européens? C'est une question. on a un polémiste et homme politique qui dit que la démographie, c'est le destin, hein, en Europe, en France. Voilà. Merci pour la question posée. On va revenir aussi sur les 14 enfants, hein, c'est intéressant. Bonjour, Jean-Claude Attali. Je suis pasteur évangélique aussi. Rejoins mon frère, bien sûr, je comprends parfaitement. Mais nous, en tant que chrétiens, je parle de chrétiens par tout le monde, on a un mandat, bien sûr, qui vient du Seigneur. Et le Seigneur a un projet. Et je pense que l'homme oublie essentiellement. On est toujours, aujourd'hui, dans notre temps, toujours dans la construction du tour de Babel. Et on oublie vraiment qui est Dieu. L'homme veut toujours prendre de l'avance, pensant qu'il pense toujours d'avance sur Dieu. De 14, nous, on est 20, et moi, je suis l'aîné. Et je reviens de l'Afrique, ça fait que 2 semaines, invité par le gouvernement actuel, justement, pour ces questions, et aussi en question générale de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je viens du Togo. J'ai été invité par le gouvernement, et donc, Pays voisins. Hein. oui, pays voisins, je connais très bien le Liban, je connais très bien Sankara, bon, donc, je connais très bien, Les problèmes sont similaires. Hein. donc, je connais pas mal de chefs d'État qui venaient chez nous à la maison à l'époque. J'ai longtemps, depuis que je suis venu continuer mes études ici, je suis français, mais d'origine, bon. J'ai négligé un peu l'Afrique, et aujourd'hui, je pense que on me rappelle ce qui est logique. Mais pour revenir à notre question, je pense que nous, on peut toujours penser. Chacun peut avoir toujours son opinion, mais allons dans ce qui est dit d'avance. Il y a bien eu, allez, faites des nations des disciples. Disciples dit aussi croissance. Sinon, qui on va évangéliser? Laissons le Seigneur le plan. Revenons vraiment à la Bible. C'est ce qui manque aujourd'hui. On parle de tout cela. Aujourd'hui, en Europe, on est en déclin. Sachant bien qu'on est en déclin spirituel. Et il faut penser plutôt d'abord au Seigneur. Et pour moi, l'essentiel, je pense que d'abord, on pense au Seigneur, on tourne tout au Seigneur et tout sera réglé. Nos politiques, justement, on a bien vu depuis toutes les années, nos politiques n'arrivent pas à résoudre les problèmes de nos populations. Donc, revenons à l'essentiel. Merci. Ne vous inquiétez pas. Oui. Je trouve intéressant
Je trouve intéressant d'avoir les perspectives des frères africains. Mais on se rend compte que les réflexes qu'on a, en fait, c'est pas du tout les mêmes en fonction de la culture dans laquelle on grandit, même si on est dans le même monde. Et on parle beaucoup de la maison commune. Et en réalité, on vit sur la même planète. Mais le rapport à toutes ces questions-là, elles sont hyper conditionnées par, par l'environnement culturel dans lequel on C'est très grandit. intéressant d'entendre des gens de différents lieux. Moi, je viens de la Suède et dans ma église, il y a beaucoup de discussions si on peut voyager avec l'avion et ça donne presque, on n'est pas en bonne conscience si on prend un vol. Et dans l'école, on faut seulement manger bœuf une fois par semaine. Ça veut dire c'est beaucoup plus de légumes. Ça veut dire le pays a quand même commencé de faire de fort action, peut-être beaucoup plus que l'Église en faisait. Mais c'est un peu, je pense, dangereux que dans l'Église, si on dit que oh, cette personne, il a voyagé avec le voiture, avec l'avion. C'est une question, c'est pas très facile. Merci. C'est vrai que on peut. Je suis aussi pasteur d'une église, donc depuis une quinzaine d'années ici, en tout cas à Aix, et je suis bien conscient de ce que ça peut représenter, un peu du jugement qu'on peut porter les uns sur les autres selon leur attitude. On en a parlé plusieurs reprises. Une dernière remarque, oui. Voilà, une dernière. Bon, moi, je trouve que la question posée, elle est vraiment importante parce que donc, moi, je suis confrontée à mes enfants, et je m'aperçois que et des personnes qui sont pas forcément chrétiennes, ça fait partie d'une éthique de vie. Et alors là, je vais donner un petit exemple, un petit exemple basique. J'ai donc à Noël, il a fallu s'organiser, interdit de viande à Noël, le machin, un repas, 15 personnes. Alors, le compagnon de l'une qui est complètement végane, l'autre qui est végétarien. Bref, on se avec la chose. Alors, ce qui est inquiétant, enfin pas inquiétant, mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on peut apporter dans cette logique-là? Parce que également, donc, une de mes nièces, ma belle-sœur qui me dit, ben, je ne serai jamais grand-mère. Et ils ont décidé, tous les deux, de ne pas avoir d'enfants. Voilà. Donc, ils en sont là, plus de voyages à l'avion, etc. Et même ma fille, qui est chrétienne, qui est célibataire, il me dit, bah, maman, moi, je préfère aller aider des enfants dans le tiers-monde, tout ça. Je m'interroge, je n'ai pas spécialement envie d'avoir des enfants. Donc, c'est trouver l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut apporter à ce monde-là. Et c'est vraiment un problème de société. Merci. On va peut-être juste, mais justement, je vais revenir vers vous. Vous avez prononcé un terme qui me semble juste, de ça, trouver l'équilibre, enfin, de trouver le moyen. Et il me semble que c'est une des clés. Alors, moi, j'ai mis moins, parce que ça nous concerne peut-être nous davantage dans nos pays, on va dire, de latitude nord, pour le dire de cette façon-là, un pays industriel, riche, développé, un peu tous ces objectifs. Mais en effet, peut-être que nous sommes allés trop loin et qu'il nous faut revenir à une certaine mesure. Je le pense, personnellement. Il y a un rééquilibrage nécessaire, il me semble, dans notre façon de vivre, d'autant plus en tant que chrétien, lorsqu'on réfléchit à la façon dont on habite le monde. Ça me semble. Alors, sur la question des enfants, que ce soit en Afrique, et je vais vous dire comment j'ai répondu à cette femme en lançant une petite pointe aux hommes. Et ici, c'est un petit peu finalement les mêmes questions, inversées, mais on est un petit peu dans le même débat malgré tout. Certains c'est plus, d'autres c'est moins, pas assez, d'autres c'est peut-être trop. Alors moi, quand j'ai répondu à cette femme en Afrique, je ne lui ai pas parlé à elle, j'ai parlé aux hommes. Et je dis, monsieur, est-ce que vous aimez vos femmes?
Et est-ce que vous vous êtes concerté avec elle? Alors, c'est complètement étranger à la culture africaine, je le précise, j'en avais conscience. Est-ce que vous vous êtes concerté avec votre femme pour savoir combien d'enfants elle souhaite avoir et pas plus? Et je dis, vous savez, il y a des moyens aujourd'hui, y compris acceptables, tout à fait éthiquement acceptables en tant que chrétien, pour limiter la procréation dans des limites acceptables, on va dire, comme ça, et qui laisse une large possibilité, liberté. Certains voudront deux, d'autres disent. Je ne me pose pas là en juge du tout. Mais il me semble que dans le mandat d'origine, alors ça je vous le dirai par la suite, mais quand Dieu donne cet ordre, c'est pas un ordre, que ce soit pour la domination de la création, que ce soit pour la procréation, c'est pas une licence donnée pour l'anarchie. Faire n'importe quoi. Vivre, voilà. Et à l'image de Dieu, c'est vivre avec sagesse, avec une certaine mesure, avec un certain équilibre. Et il me semble qu'il y a tout cela dans le mandat culturel. C'est pas faites n'importe quoi, mais vivez à l'image de Dieu, avec une forme de sagesse, d'amour, de justice, enfin, ces termes qu'on emploie. Et je suis bien d'accord. Voilà, un petit peu dans le sens dans lequel j'ai répondu. Et que je réponds aussi à ceux qui ne veulent pas d'enfants. Enfin, ça n'est pas du tout la volonté de Dieu qu'un couple se marie pour ne pas avoir d'enfants. Enfin, ça n'a pas de sens. Maintenant, libre à eux d'en avoir 2 ou 15. Je ne mets pas de limite. Ou 20. Enfin, c'est pas la question. Autrefois, les gens n'avaient pas de moyens de contraception et avaient des enfants. Mais alors, ce qui est très intéressant dans ce qu'on appelle la transition démographique, c'est que c'est un constat. Lorsque une population accède à un certain niveau de confort, elle tend naturellement, sans aucun recours aux moyens de contraception, je vous donnerai des preuves tant que vous voudrez, le comportement change et la tendance, donc, c'est une baisse significative des naissances, hein, de la natalité. Donc, on le voit partout. En France, la transition démographique, elle a démarré au milieu du XVIIIe siècle, vers 1750, avant même qu'on ait la pilule, c'est 1960. C'est une date que je n'oublie pas. Hein. Bon, j'y ai échappé. Hein. Mais voilà, donc bien avant, je dirais, la pilule, bien avant les contraceptifs XY, si j'ose dire, voilà, on avait on adapte un petit peu le comportement à un niveau de confort. C'est une donnée du monde entier. Alors, avec malheureusement une sorte d'inversion dramatique, parce que quand on arrive à 0, quelque chose, évidemment, on n'est plus du tout, en tout cas en tant que chrétien, il me semble, dans ce que le Seigneur a pour dessein pour l'humanité. En effet, j'aime pas tellement le mot mission, mais pourquoi pas, on a quand même cette mission de peupler le monde, mais avec une certaine sagesse, une certaine modération. Vous voyez, les rééquilibrages, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il me semble que c'est important. Et d'y réfléchir. Alors, sur les autres questions, nourriture, non, arrêtons-nous un instant sur la nourriture, c'est intéressant. L'apôtre Paul, alors il y a Acte 15, je suis bien conscient, on en a parlé hier, il y a une petite restriction, pas manger d'animaux étouffés. Alors étouffés, ça veut dire qu'ils ont gardé leur sang. Hein, donc des animaux qui conservent le sang doivent être écartés et on ne consomme pas le sang pour les raisons, et surtout, je dirais que c'est un peu aussi une concession par rapport aux Juifs qui irait beaucoup dans ce sens-là, hein, sur le respect d'un certain nombre de règles alimentaires et autres. Vous le savez, la circoncision, etc. Il y a eu un grand débat et les apôtres ont parfaitement raison de dire qu'aujourd'hui, toutes ces conditions ne sont plus nécessaires pour faire partie du peuple de Dieu et surtout recevoir le salut. Et plus tard, l'apôtre Paul, s'agissant de la question des fameuses viandes sacrifiées aux idoles, dont il rappelle qu'elles ne sont rien, c'est important, hein, va dire mangez de tout ce qui se vend au marché. Et il est bien sûr aussi question là de viande, entre autres, y compris, sauf si cela choque votre frère, votre sœur, qui lui n'a pas encore la conscience suffisamment libre pour aller jusqu'à ce point. Donc, c'est l'amour du prochain, si vous voulez, qui va faire que... Alors, c'est tout l'inverse
de ce que tu as dit, parce que toi, tu te casses la tête pour savoir quel menu tu vas faire pour d'autres raisons. Alors, ça peut éventuellement aller dans ce sens-là pour ne choquer personne, mais on est dans un tout autre monde hein, et un tout autre raisonnement. À l'époque, c'est ne pas choquer celui qui a une conscience encore faible, dit l'apôtre Paul. Donc, on est dans un autre mode et de pensée et d'action sur le plan de la nourriture, mais ce qui reste, c'est manger de tout ce qui se vend au marché. Voilà, vous êtes libre, vous êtes libre. Mais vous êtes libre aussi de ne pas manger, c'est votre affaire, mais ne l'imposez pas aux autres. Il y a une certaine liberté. La question des moyens de transport, les voyages, l'avion, pas l'avion, etc. Moi, je pense, alors j'ai beaucoup voyagé par la force des choses en avion, parce que quand on va pour enseigner, et je vais dans quelques semaines pour donner des cours au Canada, puis j'irai ensuite à je sais pas où, mais j'ai réduit. Et ce que je peux faire, alors c'est formidable maintenant, on a quand même les moyens, on vient de le voir hein, à l'instant, là, de s'exprimer à distance. À chaque fois que c'est possible, allons-y. On réduit en effet un petit peu nos déplacements, on gagne du temps, on gagne de la fatigue, on gagne aussi un petit peu de consommation de kérosène, etc. pour les avions. C'est bien, c'est une bonne chose. Et nous qui sommes dans nos pays riches et développés, il me semble que nous sommes appelés à réduire en effet un certain nombre de choses dans notre façon de vivre, notre consommation au sens large. Ça me semble aussi un signe de sagesse et bon réflexe. Voilà. Qu'est-ce qui vous en semble? Alors, je répète, hein, la bénédiction, elle est répétée à Noé. On l'a vu hier, ça nous a été très bien exposé. Dieu bénit, et il faut retenir ça, hein, il y a une bénédiction réelle de Dieu pour peupler ce monde. Et peupler le monde, c'est aussi l'équiper pour bien manger, au moins à sa faim. C'est une des choses qui m'a décidé à m'intéresser beaucoup à la question de la nourriture dans des pays où tu sais comme moi que dans les campagnes burkinabées, entre autres, hein, parce que j'ai vu ça un petit peu partout, mais dans la saison qu'on appelle le soudure, avril, mai, juin, juste avant un peu les nouvelles semences et puis semailles, pardon, et récoltes ensuite, beaucoup de paysans burkinabés prennent un repas par jour qui consiste en gros en des feuilles d'arbres bouillies avec un peu de céréales. Ouais. J'ai vu de mes yeux, hein, donc qu'on ne dise pas le contraire. Ces gens-là ont le droit de manger à leur faim. Et il y a des solutions, je vais en parler dans quelques instants, je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais voilà, il faut se préoccuper de cela. Et moi, il me semble qu'il y a la place pour une certaine croissance, mais à condition qu'elle soit d'une certaine manière équitable, partagée. Et on doit se préoccuper de ceux qui, à l'autre bout du monde, n'ont pas de quoi manger, alors que nous sommes dans l'abondance. Votre abondance, dit Paul, hein, pourvoira au manque de ceux qui n'ont pas de quoi manger, etc. Et puis, peut-être qu'un jour, les choses vont s'inverser. Hein, c'est ce que dit Paul. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Virginie. Remarque et réflexion personnelle. J'avoue avoir un petit peu de mal avec l'idée de réduire sa consommation. Non pas que je sois pour augmenter sa consommation, mais parce que je pense que c'est juste gratter la surface. Et je pense qu'il y aurait c'est une réflexion que je mène moi-même et je suis très loin de peut-être arriver au bout, mais de pas juste se dire je pars de ma situation et puis je vais juste réduire, mais remettre aussi en question les fondements. Par exemple, j'ai oublié le nom de la personne. Vous avez présenté un extrait du rapport en début de présentation. Oui, qui laissait sous-entendre que en fait, il y a un fondement de base qui est il faut qu'on continue à se développer. Donc, est-ce que ça peut pas être remis? Ça semblait ne pas être envisagé comme étant à remettre en question. Et est-ce que, sans aller vers une décroissance, est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience qu'il ne s'agit pas juste de réduire notre consommation,
mais de revoir les bases de ce que c'est que notre consommation, finalement. Donc là, vous évoquiez, juste avant que je prenne la parole, la possibilité d'avoir une vision beaucoup plus globale que simplement à l'échelle du quartier ou d'une ville ou d'un pays, mais de manière mondiale. Voilà, bon, il y aurait beaucoup de choses, on pourrait creuser dans plein de directions, mais fondamentalement, je pense qu'il y a il y a une réflexion à mener sur nos fondements qui ramifie tout le reste. Alors, je vous remercie parce que quand je passe cette diapo sur la question que j'attends, sur la question de développement durable et développement déjà, le premier mot. Quand vous êtes un couple, vous avez 2 enfants. Et en gros, on va arrondir un petit peu la moyenne en France. Ça veut dire que vous avez 4 bouches à nourrir, les parents plus les enfants. Moi, c'est ce que j'appelle le développement. C'est-à-dire qu'on n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des enfants, il faut plus de moyens, il faut plus de nourriture, il faut plus de vêtements, il faut pouvoir se déplacer, etc. La question du développement en soi, elle n'est pas choquante. Le développement, l'idée, le concept, ce que vous verrez, la réalité du développement, voilà, c'est têtu. Si on va dans le sens d'une certaine croissance, on est obligé d'aller dans le sens d'une forme de développement. Maintenant, quel développement? C'est peut-être là que c'est intéressant dans votre question et votre suggestion. C'est au fond, qu'est-ce qu'on entend par développement et quelle est la façon dont on va vivre ce développement. Moi, je pense que si on ne parle plus de développement, on commence déjà à parler de l'inverse. Excusez-moi, je suis un peu binaire, mais si on ne se développe pas, on régresse. Ou alors on stagne. Je sais, Jacques Ellul, c'est la croissance zéro, par exemple. Mais dans les faits, ça ne veut pas dire grand-chose. La croissance zéro, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour moi pas simplement une réalité. On ne peut pas l'incarner dans la réalité. Cette croissance zéro ne signifie pas grand-chose. Et moi, je ne redoute pas la croissance en tant que telle, je redoute d'abord l'excès de croissance. Oui, ça me paraît juste d'un point de vue biblique, Ancien et Nouveau Testament d'ailleurs. Mais la croissance en tant que telle ne me fait pas peur, ne me semble pas un gros mot. Croissance, développement, on peut discuter sur toutes ces questions. Voilà. À débattre. Je passe un petit peu, bon, ça, ce sont des choses que vous connaissez justement dans le sens un peu de la réduction, mais ça me semble correct, moi. J'aime bien cette idée de 3R, réduire, réutiliser, recycler. Il y en a qui en mettent 5, on va en trouver un certain nombre. Dans l'habitat, les transports, l'alimentation. Réduire, moi, je pense que c'est une forme de sagesse si on a conscience d'avoir été trop loin. Ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Il ne s'agit pas non plus de se torturer systématiquement la confiance, avec une culpabilité, on vient d'en parler, je suis bien d'accord avec ça, mais il me semble que tout cela répond à une interrogation éthique légitime et même nécessaire en tant que chrétien. Je pense que c'est utile de se poser au moins la question, comment je vis dans ce monde et pour quelles raisons je fais telle ou telle chose sans, encore une fois, se torturer plus qu'il ne faut l'esprit dans ce sens-là. Le Nord et le Sud, j'aimerais quand même en dire quelques mots. On pense souvent le Nord comme le pire des exemples et le Sud qui subit un petit peu et voilà, qui consomme peu, qui est très peu émetteur de CO2, etc., etc. On entend ça sans cesse. Et je dirais que dans les grandes lignes, c'est tout à fait la vérité. Il me semble qu'il y a un Nord hyper consommateur, qui est hyper producteur, hyper polluant, et un Sud un peu moins, et beaucoup moins dans certains cas, tout cela, producteur, justement, etc. Une question. J'ai lu en préparation du Carrefour, je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai pas réussi à trouver les sources, sur la question spécifique de la pollution des mers par le plastique. Le continent africain et l'Inde étaient les principaux pourvoyeurs de plastique. Mais pour des raisons obscures, mais je vais en parler, pour des raisons un petit peu obscures. Alors, la différence majeure, d'abord, on va tout de suite dire que l'un et l'autre sont concernés.
Le nord, oui, et bien sûr, et le sud aussi. Alors, vous voyez, cette photo, elle est intéressante, mais vous ne voyez pas du tout de quoi il s'agit. J'étais au Burkina Faso, là, encore une fois. Mais cette fois, pas très loin de Ouagadougou, chez le président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Michel ou Pawanto? Comment? Michel. Michel, oui, Michel Ouedraogo. Ouedraogo, exactement. Je ne me souvenais plus, mais c'était exactement lui. Et donc, il habite en contrebas de cette petite colline là, dont on voit, devine quelque chose. Et pendant la conversation, il me dit, oui, ils sont venus l'autre jour, ils ont déposé des piles électriques, en fait, ce que vous voyez qui est là, et ils ont mis le feu. Alors, j'ai poussé un grand cri et je dis, mais c'est terrible. Il habite en contrebas. Alors, il faut savoir que Michel Ouedraogo, là où il habite, il y a des écoles, de la maternelle, primaire, secondaire, et puis il était en train de bâtir, je ne sais pas si ça doit être fait, maintenant une université. Orphelinat, tout ça. Et il y a tout un dispositif. Et c'est en contrebas. Alors je dis, tu sais, c'est dramatique parce que tout ce qui est brûlé là en amont, ça va d'abord ruisseler avec les pluies, et les pluies au Burkina, ça pleut pendant 2 mois en gros, hein, 2 mois, 3 mois on va dire, mais enfin c'est juillet-août, hein, et ça ruisselle énormément sur des sols qui sont complètement vides, hein, il n'y a rien. Donc tu vas retrouver tout ça un petit peu chez toi, avec, vous savez ce qu'il y a dans des piles, hein. Bon, c'est absolument effarant. Et puis, une partie va s'infiltrer dans le sol, va contaminer la nappe, et vous êtes dépendant, vous, de là, parce qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Quand on puise de l'eau, il y a des pluies, etc. Et vous allez finalement boire vos piles. Ouais. Sans du tout avoir conscience. Alors, ces piles, je me suis posé la question, elles viennent d'où? C'est un petit peu le problème des plastiques aussi, hein. Pendant longtemps, on a envoyé un certain nombre de choses, nous, Européens, en Afrique. Alors, ne me dites pas que ça n'est pas le cas. Ce sont des choses qu'on peut voir, absolument. Les ordinateurs, par exemple, hein, toute l'électronique, on a beaucoup envoyé, ça ne se fait plus hein, maintenant. Alors, il y a des restrictions, il y a certainement des gens qui contournent, mais il y a encore 10-15 ans, on a envoyé tout cela en Afrique. Là-bas, ils mettent le feu et ils récupèrent ce qui peut être récupéré. Dans un ordinateur, vous avez un petit peu d'or, vous avez un petit peu de ceci, de cela, et puis les plastiques qui brûlent, tout ça. Et c'est un des vrais problèmes, la dégradation, notamment des plastiques. Et en effet, là encore en Afrique, vous pouvez le voir, tout le monde a des bouteilles en plastique, et on boit, puis on jette là où ça tombe. Je me suis battu avec ces affaires. Les sacs plastiques, avant, c'était moins le cas maintenant. Les sacs noirs là, en plastique, vous alliez dans un magasin, ça, et qu'est-ce qui va manger ensuite ça? Les chèvres, essentiellement, ça mange tous les chèvres. Mais aussi les vaches, les moutons, etc. Et qu'est-ce qui va manger la viande ensuite? Alors, voilà. Je suis allé dans des écoles pour montrer, ne serait-ce que le cycle de l'eau, avoir conscience de ce qui se passe à la surface qui va finalement avoir un impact sur les sols et puis sur la consommation. C'est tout à fait terrible. J'avance. Au Burkina Faso, entre autres, alors là, c'était simplement pour montrer que dans les pays riches, on a les moyens de réagir. Des moyens financiers, des moyens au niveau légal. Il y a une législation qui est mise en place. Donc, on peut... Il y a des moyens financiers, il y a des moyens techniques, il y a des moyens politiques pour réagir. Ce n'est pas le cas dans les pays pauvres. Souvent, il n'y a pas de législation bien claire. Il y a aussi pas mal de corruption. Il y en a aussi au nord, hein, mais voilà, il y en a aussi beaucoup au sud. Et puis, il y a une dégradation par la population même. Et je finis avec ça sur la question agricole, parce que c'est la principale question dans les pays du Sud. Le feu, la culture sur brûlis, c'est-à-dire qu'on brûle un espace. Alors, tant que la population n'est pas très dense, avec une culture itinérante, la nature peut plus ou moins se régénérer, plus ou moins. Mais dès que la population se densifie un petit peu, la nature ne supporte pas. Et en fait, la désertification est née de cela, une surpopulation agricole qui met le feu, avec des problèmes de surpâturage, avec des troupeaux qui vont à peu près où ils veulent. La divagation hein, du bétail, et puis le prélèvement de bois, parce qu'on fait la cuisine avec du bois hein, en Afrique. Hein, on ne se chauffe pas, parce qu'on n'a pas trop besoin de se chauffer, à part quelques lieux où il peut faire un peu plus frais, mais on fait toute la cuisine au feu de bois. Donc on prélève du bois, et là encore, quand la population est trop nombreuse,
euh, la coupe abusive du bois pose un certain nombre de problèmes. Alors, je finis avec ça parce que j'y tiens. Et puis, ça redonne un petit peu d'espoir aussi au passage. Euh, j'ai beaucoup circulé, je vous l'ai dit, j'ai fait longtemps un modèle de développement agricole qui me convainc surtout dans les milieux les plus dégradés, c'est-à-dire les plus pauvres. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les photos, mais à droite, là, vous voyez un milieu complètement dégradé. C'est de la latérite classique. Alors, c'est un processus chimique qui fait que plus rien ne pousse, à un certain moment. Et puis, il y a un lessivage extrêmement intense avec un ruissellement tout aussi intense. Quand il pleut, il ne reste rien. Et un homme, alors c'est un Français qui s'est marié avec une Burkinabé, mais il a eu le courage et l'intelligence, avant d'être marié, d'aller vivre dans un village au Burkina Faso, à 60 km au nord de Ouaga. Et il s'est installé avec les gens, il a regardé comment, c'est un fils de paysan, il dit bah, je vais regarder comment ils vivent, comment ils cultivent leurs terres. Et il est resté avec eux pendant plusieurs années comme ça. Et avec eux, il a commencé à réfléchir, non, mais comment on pourrait faire, etc. Et comme il venait, alors c'était pas vraiment conscient, c'est ça qui est très intéressant, comme il venait d'un milieu de bocage en France, au nord de la France, dans la Vénois, là près de la Thiérache, pas très loin de la Belgique, petit à petit, il a recréé un système bocager qui s'est révélé en fait bénéfique à tout point de vue. Parce que ce sont des périmètres, alors grillagés et renforcés par qu'on plante, d'arbustes, ça empêche les animaux d'entrer, donc on préserve les cultures. Toute l'eau qui tombe dans ce périmètre profite au champ. Chaque champ a lui aussi une haie bocagère, donc une haie d'arbustes. Tout ce bois, ben, ça pousse. Donc on coupe les arbustes régulièrement, on a du bois de chauffage. Donc on n'est plus là en train de prélever dans l'environnement. Et puis on cultive avec certaines techniques qu'ils ont améliorées petit à petit. Moi j'ai suivi tout ça depuis des années et des années. Travaillé aussi dans ce domaine-là tout au départ, donc ça m'a beaucoup intéressé. J'ai vraiment suivi ça de très près. Et les sols se sont régénérés littéralement. C'est très intéressant. Et ils ont retrouvé une certaine fertilité. Les animaux sont revenus, les oiseaux, les insectes, les termites, tout ce que vous voulez, tout ce qui permet à un milieu de vivre. Et c'est une restauration voilà, passionnante et intéressante. Et surtout, les gens ont enfin pu manger à leur faim. C'est-à-dire, les récoltes sont à peu près 2 à 3 fois ce qu'elles étaient auparavant avec les méthodes traditionnelles. Je vous ai passé très vite, mais allez voir le site de Terre Verte, la haute terreverdure.org, et vous aurez tout le détail. Et pour moi, ça, c'est un espoir d'abord, parce qu'on peut, en effet, avec des techniques appropriées, et il n'y a aucun intrant chimique, tout est à base de compost naturel, etc. De toute façon, ils n'ont pas les moyens. Et tout ça est cultivé avec leurs moyens à eux, avec des instruments qu'on jugerait dérisoires. Mais ils produisent 3 fois ce qu'ils produisaient avant et ils peuvent manger toute l'année. Même dans les années, ça a démarré là en 85 à peu près, même dans les années de sécheresse, ils ont pu vivre normalement. Et moi, ça, je suis ravi moi, d'avoir trouvé ça et suivi ce très beau travail parce que c'est une des preuves que l'on peut améliorer la situation. Alors, il y a maintenant plusieurs fermes qui ont suivi enfin, qui sont faites sur le même modèle et on est en train de travailler à la diffusion de ce modèle dans la zone sahélienne, pas seulement au Burkina, mais aussi au Togo, le Tchad. Pour l'instant, on réfléchit au Tchad, Centrafrique, etc. Toute la zone, c'est concerné. Et c'est un des moyens qu'on peut se donner. Alors, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, Henri Girard, qui est à l'origine de tout ce travail, est un chrétien aussi évangélique, convaincu. Je le connais bien. Je connais Henri Girard. Ouais, c'est mal. Et donc, et Marthe, sa femme, qui ont beaucoup agi aussi au niveau des orphelinats, au Burkina, etc., sont des gens qui, voilà, ils ont travaillé dans ce sens-là, ils ont partagé leurs moyens, leurs connaissances et amélioré la situation. Ça me semble un très bel exemple pratique, puisqu'on est là pour parler de la théorie et la pratique, dans un milieu dont on ne donnait pas cher. Hein. Ouais. Parce que ceux qui le connaissent, on vit très difficilement dans cette zone
Et moi, je rêve, c'est malheureusement impossible, et encore plus aujourd'hui avec la situation dramatique hein, de terrorisme au Burkina et ailleurs, mais je rêve d'emmener des groupes là de nos pays qui voient de leurs yeux, qui voient ce que c'est qu'une case africaine où il n'y a presque rien et où des gens vivent de cette façon-là. C'est une bonne leçon, hein, je vous assure, ça fait réfléchir. Voilà, j'ai pas le temps d'aller plus loin, mais c'est bien susciter un peu la réflexion. Euh, J'aurais bien voulu parler des contradictions dans le domaine de l'écologie, il y en a plein, avec ce monsieur qui hésite entre deux barquettes, une barquette bio qui coûte 5 euros avec quelques fraises et une énorme barquette pas bio du tout, mais qui coûte aussi 5 euros, mais qui est, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quel est le choix? Et ceux qui paniquent parce qu'on n'a pas acheté la bouteille dans le bon container. Il y a des moyens de réfléchir. Il faut question encore sur la pratique. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est pas vous le faire. Avant de nous appeler.